Michel Denisot à la tête de la LFP, bonne idée pour lui ou pour la Ligue? Ça serait pas un bon entre-deux, ça, Philippe? Volontiers, entre deux, d'autant que dans ce genre d'élection, rien n'est jamais fait d'avance. Michel Denisot, c'est un parcours quasi sans faute. En partant de Téléfoot, l'émission, l'historique émission de TF1, en passant par Canal+, là aussi où il a pu animer de différentes émissions, mais aussi être à la direction des sports, être dans les négociations des droits télé. C'est aussi un parcours en tant que président de club, et quel parcours au PSG dans les années 90. Il a à peu près connu tous les succès imaginables. C'est une des plus belle page du club. C'est aussi un homme d'affaires, mais aussi un homme d'influence, de réseau. Alors oui, à ce niveau-là, on peut penser qu'il a beaucoup de choses à apporter au monde du football, qui lui-même est en crise. La Ligue, c'est plutôt une institution en crise, avec des tensions au niveau des familles, au niveau des clubs eux-mêmes, avec une perte de crédibilité au niveau des politiques. La décision du ministre et du Premier ministre ont pu l'illustrer. Et donc aujourd'hui, cette institution a un réel besoin de se transformer, de se réformer. Et la vraie question, c'est de savoir si Michel Denisot aura envie de le faire, parce qu'il a clairement plus à perdre qu'à y gagner. Alors Michel Denisot n'est pas encore président de la Ligue de football professionnel, tout simplement parce que c'est une élection très très complexe. Déjà, il faut le vouloir pour être président. Or, aujourd'hui, il n'y a aucun candidat officiel. Personne n'a émis de programme et de volonté d'être président, pas même Michel Denisot. Élection très complexe parce que tout se passe ce jeudi 10 septembre avec des tas de tractations. Ça commence le matin, notamment au bureau de la Ligue 1. Qui est un moment clé de cette élection. Il y a 11 candidats aujourd'hui pour les 8 places au conseil d'administration de la Ligue. Jean-Michel Aulas va retirer sa candidature, donc il n'y aura que 10 candidats, mais déjà il y aura des tractations, ce sera extrêmement complexe. Et on rentre dans une sorte de marigot dans lequel peut-être qu'un candidat d'envergure du style de Michel Denisot n'aura pas envie de baigner, tout simplement parce qu'ensuite ça risque de générer une présidence où le pouvoir n'est pas si affirmé et pas si évident à mettre en place. Je crois que Nathalie Bois de la Tour peut parfaitement témoigner de ce genre de situation. Il y a aussi des concurrents. On sait que Vincent Labrune, l'ancien président de l'OM, est très actif en coulisses, avec notamment son idée d'une ligue qui serait une société privée. Et il peut y avoir même d'autres candidats, pas forcément indépendants, ne pas l'oublier. D'autres candidats peuvent parfaitement être élus au terme d'une journée où ça va négocier dans tous les sens. Alors, à part ça, bien sûr, Michel Denisot serait un candidat idéal à la présidence. Il coche toutes les cases. Il a été président d'un club modeste, la Berrichonne de Châteauroux, majoritairement en Ligue 2, d'un grand club, le PSG, qui sous cette présidence d'ailleurs était déjà un haut niveau. Il siégeait déjà au conseil d'administration de la Ligue. Bref, il a toute l'expérience nécessaire pour être un candidat de consensus, un candidat qui rassemble, qui arrive donc à diriger vraiment la Ligue dans la bonne direction et à mener les réformes nécessaires. Maintenant, est-ce que le consensus marquera cette journée du 10 septembre ? Rien n'est moins sûr. Est-ce que donc Michel Denisot serait un président idéal pour le football français ? Après, est-ce que lui-même a envie de tomber dans une situation sans consensus ? C'est toute la bonne question. Alors oui, Philippe, tu as raison, tout va se jouer dans la motivation de Michel Denisot, parce que demain, ce jeudi, sera une journée marathon de négociations. Et certes, on a eu déjà des présidents de ligue qui avaient ce savoir politique. Je pense notamment à Frédéric Thirier, mais il lui manquait cette dimension club, connaissance des clubs, que Michel Denisot a, et ça va être important parce que cette institution est réellement à transformer. Il faut qu'elle regagne du crédit auprès du pouvoir politique. Il va falloir que cette présidence ramène le calme dans la famille, et il va falloir probablement qu'elle continue son développement économique, donc qu'elle ait une approche plus efficace, plus peut-être privée. C'est clairement une transformation de l'organisation, et pour cela, il va falloir avoir un fin tacticien, un fin politique et quelqu'un de fortement motivé.
Est-ce que tout cela sera le cas de Michel Denisot? Attendons demain pour le savoir. Mais en tout cas, il coche beaucoup de cases, effectivement. Alors Vincent, je souscris bien sûr à ton portrait de Michel Denisot, mais par contre je trouve très symbolique, c'est presque un acte manqué, que tu hésites très fortement sur le terme transformer ou réformer la LFP comme enjeu principal de cette élection 2020. C'est très symbolique parce qu'on vient de vivre une crise du coronavirus qui a montré toujours l'emprise administrative publique qui est omniprésente en général en France, mais notamment sur le sport. Et évidemment, la Ligue de football professionnel n'y échappe absolument pas. Ce n'est pas un hasard si Frédéric Thiriez, avec un fin sens politique, a pu durer 14 ans à la tête de la Ligue, mener certes des réformes, pas toutes celles qu'il aurait voulu, tout simplement parce qu'on est obligé dans cette instance de naviguer à vue en fonction de diverses influences variées. Du coup, une réforme radicale, une transformation totale de la Ligue, par exemple en société privée façon Première Ligue, société privée avec pour actionnaires les 20 clubs de Première Ligue, me paraît tout à fait peu vraisemblable. D'abord, il faudrait une réforme législative qui prendra 12 à 18 mois dans notre bon pays, et j'y ajouterais que vraisemblablement, il n'y aura pas de consensus derrière ça, et qu'il sera extrêmement difficile notamment d'avoir l'adhésion par exemple des familles, qui aujourd'hui, ce qu'on appelle les familles, c'est-à-dire les acteurs du foot, joueurs, entraîneurs, arbitres, médecins, qui sont des acteurs du foot et qui aujourd'hui agissent, ont un pouvoir au sein de la Ligue. Il sera très difficile d'imposer un consensus de ce type, donc je ne crois pas à la révolution, je ne crois pas à l'occasion de cette élection 2020, je ne crois pas à une transformation radicale de la Ligue, même si bien évidemment les problèmes de gouvernance qui se sont posés récemment nécessitera des réformes, et des réformes importantes, mais dans un cadre un peu maîtrisé, où le consensus évidemment serait le bienvenu. En ce sens, certainement, Michel Denisot en serait un acteur majeur, probablement. Au niveau des propositions, essayons de tirer les leçons de ce qui s'est passé dernièrement. Alors, premièrement, essayons de faire deux divisions, deux organisations, deux collèges bien distincts, la Ligue 1 et la Ligue 2, que les discussions qui concernent la Ligue 1 soient décidées par la Ligue 1 et celles de Ligue 2 décidées par la Ligue 2 ou Ligue 3 si une troisième ligue venait à rejoindre le giron de la LFP. Ça paraît simple, mais ce n'est pas le cas, et c'est ce qui pose bien des problèmes et bien des compromissions, des tractations en dehors des assemblées. Un autre point, et qui est souhaité déjà par notamment le syndicat Première Ligue, c'est le virage privatisé, avoir finalement une organisation qui serait celle d'une société, un peu dans l'esprit de la Première Ligue, où les clubs siégeraient. Mais pour le coup, quitte à aller vers cette organisation privée, ce qui me semble très important, c'est que le quotidien, les clubs, ne soient pas partie prenante. Il faut, un peu à l'esprit de la NBA, qu'il y ait un collège de clubs qui va donner quitus à un management pour un mandat de 3-4 ans, mais que pendant ce temps-là, le management en place ait une feuille de route, des objectifs, et qu'il ne soit pas parasité au quotidien par l'interventionnisme de tel ou tel club. Donc voilà, une organisation privée pour des objectifs clairement identifiés et une sanction positive ou négative pour la nouvelle équipe ou l'équipe en place à la fin de l'exercice. Alors, les solutions, je voulais commencer par un aparté sur un thème qui me semble essentiel à l'heure de cette élection 2020, c'est qu'il faut rétablir tout simplement le pouvoir, le rôle de la LFP, et avec le dialogue et la confiance qui est si difficile à obtenir pour une instance de ce type, notamment auprès des clubs. On parle beaucoup de bonne gouvernance, on parle beaucoup de réformes, mais je crois que ces questions-là se traitent moins dans les statuts que dans les rapports d'hommes, dans les qualités d'hommes aussi. Et ça se traduit beaucoup plus facilement par un calendrier maîtrisé et qui n'est pas contesté à chaque instant, des décisions de discipline de même qui ne sont pas contestées à chaque minute. Bref, pour la gestion de la compétition, la confiance est un élément absolument essentiel qui est à rétablir aujourd'hui dans le football français. Bon, la réforme
proprement dite, ça pourrait être de séparer la Ligue en fait en deux pôles essentiels, mais les deux rapportant à la présidence. Le premier pôle, c'est justement l'organisation des compétitions, là où je réclame donc le dialogue et la confiance. Et puis le deuxième pôle, c'est bien évidemment le business, les ressources économiques qui sont générées par les compétitions organisées par la Ligue. Ça, c'est un élément essentiel où là, oui, il pourrait y avoir une réforme du type comme en Allemagne, où la DFL est une société privée, une filiale privée de la Ligue. Ça, oui, ce serait tout à fait concevable que les dirigeants de clubs soient évidemment fortement influents. Encore faudrait-il qu'ils adoptent la gouvernance qui marche en Angleterre et en Allemagne, c'est-à-dire confier un mandat à des dirigeants de la Ligue qui s'occupent principalement des questions économiques et non pas intervenir sans arrêt. Donc il confie un mandat. Sinon, si chaque club intervient sans arrêt en fonction de son intérêt, on tombe sur le modèle français avec la fin de la solidarité et surtout la fin de la bonne gouvernance.